Elle a fait sa carrière à Strasbourg, au CHU de Brugmann, À à côté de Bruxelles. grands noms de l'allergologie belge. Et puis maintenant, elle a changé de casquette de pneumo-allergologue pour être allergologue pur. Hein, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Et qui va nous parler d'un sujet très très sérieux aussi, sur les caractéristiques cliniques chez les patients allergiques au LTP. Eleni, à toi la parole. Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup aux organisateurs de m'inviter pour la première fois au Maroc. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et je ne sais pas pourquoi ça change toute seule l'écran. J'aimerais ne pas le voir comme ça chez moi. J'aimerais... J'ai rien fait du mal. Donc j'aimerais le voir comme ça. Donc on va entrer tout à fait dans la clinique. Moi, je suis clinicienne et je vais vous parler de ce qu'on voit nous en consultation et quand suspecter du syndrome LTP ou qu'est-ce que c'est un syndrome LTP. Déjà, on va parler qu'est-ce que c'est ce LTP, où on le trouve et quand on parle de où on le trouve, où on le trouve dans le monde, où on le trouve, c'est dans notre nourriture, c'est dans notre médicament, c'est dans quoi ce LTP. Et quelles manifestations on va voir donc chez nos patients et quels conseils on pourra leur donner. Donc, je ne peux pas changer les dias. Est-ce que vous pourrez me donner la main, s'il vous plaît, pour changer les diapositives? Sinon, je vous parle comme ça. Voilà. Parce que je l'aimerais un grand écran chez moi aussi. Mais de pouvoir quand même le changer. Voilà. Comment, de là? Ça va, merci beaucoup. Voilà. Je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation, sauf que j'aime bien manger des fruits et des fruits secs. Donc, qu'est-ce que c'est ce LTP, lipide transfert protéine? Comme son nom le dit, c'est des protéines qui aident à transférer des lipides. C'est une famille de molécules qu'on trouve partout, dans le règne végétal et animal aussi. Par contre, il n'y en a pas d'homologie de structure importante entre ceux qui se retrouvent dans le règne végétal et dans le règne animal. Ce sont des petites protéines qui sont non glycosylées de 6 à 9 kilodaltons. Et il y en a deux types, c'est de LTP type 1, de 9 à 10 kilodaltons de 90 aminoacides, qui représentent la majorité, et des LTP de type 2 qui sont plus petites, de 70 aminoacides, 6 à 7 kilodaltons. Elles étaient là depuis quand il y en a des plantes sur la Terre. Donc, depuis 470 millions d'années, c'est la classe qui s'appelait la Marchantiophyta, donc c'est les premières plantes qui apparaissent sur la Terre, après les algues vertes et rouges qui étaient dans les océans. Mais elles sont découvertes dans le règne végétal qu'il y a environ 50 ans par Jean-Claude Cader. Et je vous ai mis ici la référence en 1975. Quel rôle elles ont? Elles défendent les plantes. Et elles défendent les plantes de quoi? D'une part, de stress biotique, donc des pathogènes comme des champignons, des parasites, des bactéries, et d'autre part, de stress abiotique, parce que les plantes, elles peuvent être stressées aussi, donc par le froid, par la sécheresse, par des températures extrêmes, ou autre chose peut-être, qui sait, par les perturbateurs endocriniens aussi. Donc, leur capacité de liaison IgE sont des allergènes et cela a été décrit la première fois pour la pêche et la pariétaire. Voilà à quoi ça ressemble, donc la structure de ces LTP. Donc il s'agit il y a 4, ici vous avez plusieurs LTP qui peuvent être retrouvés dans les plantes. Et il s'agit de quoi? Donc deux structures formées de quatre hélices alpha, liées, et cela c'est important, par 4 points disulfure, qui les font avoir une structure petite, compacte, donc qui va leur conférer leur propriété de thermorésistance, donc elles seront très résistantes à la température et aussi à la digestion.
Et ici, je vous ai mis donc sur la structure, ce qui est important aussi, donc le fait qu'elles ont comment elles transfèrent les lipides. Donc, elles ont un canal central qui est hydrophobe et c'est là que les ligands vont se mettre, c'est là que les lipides vont se mettre. Et cela, comme on l'a vu hier, comme Johanna nous a très joliment montré, c'était que les ligands ont quand même un effet adjuvant. Donc, ça va modifier la structure tridimensionnelle, conformationnelle, surtout de ce canal hydrophobe où le ligand s'attache. Et cela, ça va modifier, ça va faire apparaître donc des épitopes qui seront capables de lier des IgE. Et cela a été très joliment décrit, donc si vous souhaitez lire plus sur ça, sur l'influence des ligands, par les équipes de Powell Dubiela de Pologne, qui a travaillé avec Karine Sommergruber de Vienne. Et cela, ça a été décrit pour la PRUP3 en 2017 et pour la JUG R3, qui est la LTP de la noix, en 2019. Les LTP, c'est bien au-delà de ce où elles étaient décrites initialement. Donc, initialement, on connaissait ça traditionnellement, que c'est endémique au pourtour méditerranéen. Donc, mais on va voir que cela, ça peut exister même au-delà du soleil, comme je dis, de la lavande et de la belle langue provençale, parce qu'il y a des zones émergentes. Donc, on voit qu'il y en a des études qui commencent à sortir de l'Autriche, de Belgique, où j'étais pendant les dernières 12 ans, mais aussi d'Allemagne, de Pologne. Et quand je parle de la France, bien sûr, je ne parle pas de la Provence, mais du centre et du nord de la France également, mais aussi au-delà de l'Europe, avec des études de Chine et même d'Australie. Pour l'Afrique, si vous posez la question, j'ai trouvé que très peu de choses de l'Afrique du Sud, notamment par la sensibilisation, c'était un cas de sensibilisation via le cannabis, et des États-Unis, donc on a aussi très peu de choses. Donc ici, je vous ai mis donc juste le dernier task force, disons comme ça, de la société anglaise, donc où ils disent que l'allergie aux LTP, ça commence à être quelque chose d'inquiétant en Angleterre. Et cela étaient des patients qui étaient sensibilisés au pollen. Mais cela, on va voir par la suite que ça peut avoir un rôle protecteur. Ce n'était pas le cas donc, en Angleterre. Les aliments impliqués, on va les voir aussi par la suite. Mais ce qui était intéressant ici, c'était que c'était des aliments composites. Donc, quand le patient va nous dire qu'il a mangé une pizza qui contient plein de choses, bon courage pour identifier l'allergène responsable. Et c'était aussi influencé par des cofacteurs. Donc, on va voir par la suite. Ici, il y a donc quand docteur Lorenzo Cecchi, qui est le responsable de l'association des médecins italiens territoriaux et hospitaliers, à l'époque, il travaillait en Angleterre. Donc, ils ont une idée de comparer les patients adultes nés en Angleterre avec des patients qui étaient bel et bien de la Méditerranée, de l'Italie. Et là, ils ont démontré que c'est bien possible d'avoir une allergie aux LTP au nord, donc en Angleterre, et que le profil de sensibilisation était similaire chez des patients qui étaient du nord et du sud. Et ce qu'ils ont vu aussi, que je vous ai mis ici, c'était assez joli, que les patients qui étaient vraiment donc, allergiques aux LTP, les tests cutanés étaient bien utiles pour faire ça. Et les gens qui avaient juste un syndrome oral, donc vous avez vu hier la présentation de Caroline Klangeville, donc qui vous a montré le pollen foot syndrome. Là, ceux qui avaient que du pollen foot syndrome, mais je précise, avec des symptômes légers, juste syndrome oral. Donc là, les tests cutanés étaient 100% négatifs. Mais où on trouve cet LTP? On va les trouver
dans les parties aériennes, surtout dans les parties aériennes de la plante, mais on peut les trouver également un peu dans les racines, dans la carotte par exemple. Ils ont un rôle de défense, j'avais dit, donc où on va les trouver plutôt dans ceux qui entourent la plante. Donc, elles seront concentrées plutôt dans la peau. Et là, il y a certaines études qui ont montré qu'environ 7 fois, il y en a plus dans la peau que dans la chair, par exemple pour la pêche. Et ici, je vous ai mis donc juste la concentration qui peut être bien différente, donc de 6 mg par gramme dans la peau de la pêche, et par rapport à la pomme, à 66 microgrammes. Donc, bien des différences déjà entre les variétés et même dans les rosacées. Donc, on a une belle différence entre les peaux des différents fruits. Donc, bon, maintenant, on va faire un petit voyage stupéfiant un peu au nord de là d'où je viens. Et parce qu'à Amsterdam, il y a des coffee shops donc, où on trouve de cannabis. Et là, on se sensibilise donc via le pollen de cannabis, il contient de canestroin, et pas via que ça, parce que bon, les cultures ne sont pas comme ça sur tous les murs, mais il y a des gens qui travaillent sur ça, c'est toute une industrie, mais aussi et surtout par les gens qui fument, et pas que par les gens qui fument eux-mêmes, mais aussi via l'exposition passive. Et c'est là le problème des enfants qui n'ont rien demandé, mais qui deviennent allergiques aux fruits et aux légumes parce qu'il y a des gens qui ont fumé dans leur environnement proche. Et ici, donc, vous avez quelques exemples donc, des choses, donc des fruits, des légumes, des fruits secs. Il y en a aussi dans les céréales, il y en a dans le latex, dans le tabac, mais aussi dans le vin et dans la bière, parce que c'est des choses qui sont faites à base des plantes. On a vu donc que la concentration en LTP elle est variable entre les différents fruits, mais elle se retrouve donc plutôt dans la peau pour la pêche, pour la pomme. Mais par exemple, pour la prune et l'abricot, cela a été décrit qu'il n'y a pas tellement de différence. Donc si le patient va consommer la prune et l'abricot pelé, peut-être qu'il fera toujours des réactions et toujours de la même intensité par rapport au moment quand il consomme de la pêche et de la pomme épluchée. Au Japon, il y a une basse prévalence de la sensibilisation aux LTP. Mais quand on regarde leurs habitudes alimentaires, les pêches sont consommées pelées, par exemple. Et il y a aussi d'autres études. La première personne qui a décrit la tolérance pour la pêche pelée, donc cela se passe en Espagne, et c'est le Dr Montserrat Fernandez Rivas qui a décrit cela pour la première fois. Elle se retrouve aussi dans le duvet de la pêche. Et cela a de l'importance surtout pour les gens qui travaillent dans les cultivars, dans les vergers, donc qui sont exposés à l'LTP qui est véhiculé via le duvet de la pêche, et aussi les gens qui les manipulent et qui travaillent dans les environnements où on stocke des pêches. Il y a aussi dans les graines. Et cela, ça a été très joliment déclaré. Donc, pour les graines de tomates, qui se met dans tout, même dans les produits industriels. Et là, on met la tomate en entier avec la peau, avec les graines. Et il y en a de l'LTP dans tout. Donc, et comme on a vu, on peut réagir à l'aliment cru et cuit. Donc, on va réagir bien à la tomate. Pour le vin et la bière, bien sûr qu'il y a de l'influence dans les différents types de vin, de bière. Il y en a des bières qui contiennent une seule plante de l'orge. Il y en a plein. Pourquoi ça ne se voit plus? Pour tout le monde, moi je vois bien. C'est cassé, bon. Donc, il y en a des bières, en Belgique, on a vu beaucoup les bières trappistes et tout, qui contiennent chacune même des protéines de blé. Moi, je n'ai rien fait. C'est le vin, la bière, voilà le cannabis. Bon, il y a des différences entre des différents LTP. Donc,
entre les différentes variétés. Et cela, ça a été très joliment décrit parce qu'il peut y avoir de 100 fois de différence de la concentration en LTP d'une pomme qui vient d'Hollande avec une pomme qui vient d'Italie. Donc jusqu'à 100 fois de différence dans la concentration en LTP. Aussi du grade de mûrissement de fruits dans l'arbre, et aussi avec les conditions et la durée de stockage. Donc cela, ça a été montré qu'au fur et à mesure que je vais stocker l'aliment, le fruit, la concentration en LTP, elle peut diminuer. Et cela, ça a été démontré pour la pomme. Comment on fait le diagnostic? Déjà, on va se demander dans quels aliments on va les trouver. Ça, on a déjà vu. Et quand on pense on a dit que c'est même au-delà du pourtour méditerranéen. Et cela, on a vu qu'en Espagne, en Italie, c'est la pêche, on s'attendait à ça. Mais en Allemagne et en Pologne, donc on voyait aussi que c'est la pêche. Et c'était plutôt la pêche et les autres rosacées. Mais quand on monte en Angleterre et au nord de l'Espagne, là on voit que c'est plutôt donc là, les fruits secs et l'arachide. Mais bon, il n'y a pas que ça en Europe. Hein. Il y a un beau pays qui s'appelle la Belgique et une belle ville d'Anvers. Donc l'équipe de Faber, c'est toujours l'équipe de Didier Ebault qui a beaucoup étudié la sensibilisation via le cannabis. Et de là, ça sort que, là ça se voit pas trop bien là, mais là, on voit donc que les patients qui avaient plutôt d'une réaction généralisée, cela ça a été associé surtout aux gens qui étaient sensibilisés à l'LTP, de l'arachide et de la noisette. Donc des choses qui ressemblaient aux pays du nord de l'Espagne et à l'Angleterre. Quand on regarde les allergènes qui sont présents au niveau de l'Union internationale, là on voit qu'il y en a décrites jusqu'à l'heure actuelle 46, et parmi ceux-là, environ 40, donc ça appartient à des aliments. Le reste, à des pollens. On peut les trouver aussi, et là c'est un peu, que je disais que ça peut devenir un peu galère en consultation, quand on demande les patients qu'est-ce que vous mangez, à quelle heure et comment. Et là, les fruits, on peut les retrouver dans quand c'est la confiture d'un seul fruit, là ça va. Mais quand on a des cocktails, des thés, toutes sortes de gâteaux avec des fruits secs, avec des choses comme ça, là il faut vraiment demander chaque ingrédient, chaque recette. Et non, ça ne suffit pas de chercher la recette sur Internet, parce que là, il y a des milliers de recettes pour le même muffin. Donc là, il faut vraiment demander aux patients. Et ça, OK, quand c'est un gâteau industriel où j'ai l'étiquette dans le supermarché, ça va. Par contre, sinon, si je le mange quelque part, là, il faut vraiment demander tout. Même si parfois c'est difficile dans les restaurants, dans la restauration collective à l'école, et ainsi de suite. Et là, donc, vous avez donc, des exemples, donc, des repas composés, donc, pour des céréales, pour des graines, par exemple, comme la moutarde, des végétaux, des fruits secs. Et là, ça, disons que ça va encore, mais il y en a d'autres choses. Maintenant, les gens mangent des choses bonnes pour la santé, qui sont les superfoods. Vous avez entendu de superfoods? Mais j'ai pris un par hasard, quand je cherchais ça sur Internet. N'importe, je n'ai rien contre aucune firme. Et là, donc, je trouve ça. Et par curiosité, je vais bien regarder les ingrédients. Et quand je regarde les ingrédients, c'est très joliment écrit. Il n'y a pas d'allergènes. Allergens? None. Et ils disent, oui, il peut y avoir des traces de fruits, de l'arachide, des allergènes, les 14 à des déclarations obligatoires. Mais là, quand on regarde bien donc, les ingrédients, regardez combien c'est un cocktail des LTP avec des fruits, des végétaux, des fruits à noyaux, des autres types de fruits, des fruits secs, des extraits, tout ce que vous souhaitez, jusqu'à 50 ans. Mais il n'y a pas d'allergènes dans ce truc. Et ça, il y en a des milliers sur Internet, et les gens se les achètent de n'importe où. Et le complément alimentaire, il ne va pas dire qu'il a pris un médicament. Il ne va pas dire que c'était son repas, mais c'était le truc que lui, il boit le matin, qu'il dilue dans l'eau. Donc, pensez quand même à demander donc, au complément alimentaire, parce qu'on peut avoir
des mauvaises surprises. Qu'est-ce que c'est donc la sensibilisation aux LTP? Donc là, c'est bien décrit, il y a une task force de l'Académie européenne, donc juste sur l'allergie aux LTP. Et là, on voit la sensibilisation, donc oui, à un ou à plusieurs LTP, d'une allergie, comme pour tout, des manifestations cliniques, je les arme, je suis en guerre par rapport à quelque chose. L'LTP syndrome, donc là, je suis sensibilisée à plusieurs aliments, mais à des choses à base de plantes, mais qui appartiennent à des groupes taxonomiquement, donc de point de vue taxonomique, différents. Ça va? Donc, la sensibilisation, comment peut se faire? Cutanée, parce que comme j'avais dit, il y a des gens qui travaillent avec ça, qui sont dans les vergers, dans les cultivars. Aussi, les gens qui utilisent dans les transports, dans les environnements de stockage. Donc, il peut y avoir d'abord une urticaire de contact ou pas, ou ça sensibiliser aussi par voie respiratoire. Et ça, il y a des rapports des cas. Et il y a même un modèle animal d'anaphylaxie au P3, qui est l'LTP de la pêche, après la sensibilisation par voie nasale, en association avec un lipopolysaccharide. Et aussi, bien sûr, comme on a parlé, via l'inhalation de cannabis. Mais aussi via la sensibilisation alimentaire. Parce que le P3, ça a été bien démontré qu'il peut passer la barrière gastrique. Donc, dans les endroits où on mange beaucoup ça, on a plus de chances de se sensibiliser. Et on a parlé hier de syndrome pollen-fruit, donc je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit très bien, Caroline, mais juste vous dire qu'en Chine, on était plutôt sensibilisé via le pollen de l'armoise, et que par après, on est devenu allergique à la pêche et à la cacahuète. Et à Barcelone, il y a plein de platanes, donc on va sensibiliser via cette voie-là. Donc il y a des symptômes respiratoires d'allergie au pollen, plus une allergie alimentaire aux LTP. Une sensibilisation donc, dans les régions qui n'ont pas de pollen d'armoise et platane, mais qui sensibilisent probablement via voie digestive. Mais ils ont ces anticorps-là, ils ont des IgE. Donc si jamais ils vont quelque part où il y en a une exposition à l'armoise, oui, ils peuvent faire des manifestations respiratoires de rhinoconjonctivite, voire de l'asthme. Et aussi, Caroline vous a parlé hier de la sensibilisation au oléocète, à l'allergène de l'olivier. Donc ça, l'LTP d'olivier, ça commence quand même à sortir des choses. Et la pariétaire, un peu moins, elle a moins d'homologie de structure. Elle est un peu à part, mais il y a quand même une publication sur ça en Italie. Quelques chiffres, donc voilà combien de gens seront sensibilisés aux LTP. Et là, il y a l'équipe de Scala de Rome qui a démontré chez 23 000 personnes qui venaient pour n'importe quoi en consultation d'allergologie. Là, ils s'étaient quand même sensibilisés, donc au P3, 9% d'entre eux, ce qui n'est pas négligeable. Et en Espagne, il y avait quand même 12%, mais sur une population un peu moindre par rapport à la population étudiée en Italie, mais quand même 12%. Ça peut apparaître tôt dans la vie. Donc, en Espagne, les enfants sont sensibilisés aux LTP, ils ont vu 2 fois plus que les adultes. En Italie, on voit une sensibilisation aux LTP plutôt vers la 3e décade de vie. Et les IgE spécifiques sont plus grandes. Si je commence à me sensibiliser à un âge plus jeune. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire des réactions plus sévères, vous allez voir par la suite. Et ce n'est pas toujours symptomatique. Donc le fait que je suis sensibilisée aux LTP, ça ne veut pas dire que je vais faire des réactions. Donc là, on voit donc, sur 87 qui étaient sensibilisés au P3 en Espagne, il y avait 13% d'entre eux qui étaient asymptomatiques, chose qui est bien. Mais 44% de ces 87 avait fait quand même une anaphylaxie. Et là, sur d'autres patients, il y avait 130 enfants qui étaient sensibilisés aux LTP, dont 90 d'entre eux étaient sensibilisés aux plusieurs aliments à base de plantes différentes de point de vue taxonomique, donc syndrome LTP. Et ça, on a vu qu'il y avait une tolérance avec des IgE spécifiques bien présentes pour l'LTP respective, dans à peu près 70% pour la pêche, 63% pour la noix, pour la noisette 36%, 26% pour l'LTP de la farine de blé. Donc oui, on peut être sensibilisé et ne pas réagir. Mais, et ça y a un mais, est-ce que
cette sensibilisation, elle va se manifester à un moment donné dans le temps, en fonction de peut-être des cofacteurs ou d'autres choses. Pour ça, il y a besoin des études prospectives longitudinales. Il faut les suivre et voir si un jour ça va se manifester ou pas. Et les manifestations cliniques, l'aspect le plus intriguant de syndrome LTP, c'est qu'elles ont une grande variabilité. On peut retrouver du tout des choses des plus légères, juste du syndrome oral, donc juste des symptômes au niveau de la bouche, de l'urticaire de contact, de rhinoconjonctivite, de l'asthme, mais jusqu'à l'anaphylaxie, et cette anaphylaxie qui peut être sévère. Et là, quand on regarde la task force de l'EACI, qui est vraiment très bien faite, donc là, on voit clair, avec toutes les études qui sont faites jusqu'en 2021, que ça peut varier des symptômes légers jusqu'à l'anaphylaxie qui peut être sévère. Voilà. Et avec quoi ça va venir? Avec des aliments qui sont crus, qui sont cuits, et qui incluent quoi? Des fruits, des végétaux, des légumes, des fruits à coque et des céréales. Donc pour le syndrome oral, donc là, juste pour vous montrer que la co-sensibilisation LTP plus d'autres allergènes, donc comme le PR10 et la prophyline, cela, ça a été montré qu'on a des symptômes donc un peu plus locaux, un peu plus légers, et plutôt des symptômes respiratoires, et que les gens qui avaient des symptômes importants, généralisés, sévères, n'étaient pas ou étaient moins sensibilisés à la prophyline et au PR10. Et cela, ça a été montré donc, pour le syndrome oral aussi par Pastorello en Italie en 2011. Et ça, il a pris donc 148 personnes qui avaient un syndrome oral, donc moitié syndrome oral léger, moitié sévère. Et ça, ils ont vu que avec chaque unité d'augmentation des IgE pour le PROP1, donc là, ils avaient moins de risque de 2,48% de faire un syndrome oral sévère. Et par contre, c'était quand même une influence des IgE spécifiques au PROP3, parce que le plus on avait une augmentation de l'unité des IgE PROP3, là, on avait 9% plus de chances de faire un syndrome oral sévère. Donc, la suspicion, oui, c'est avec des symptômes crus et cuits, oui, même pour les petits symptômes au niveau de la bouche. Et cela a été montré à Milan, donc avec 40 patients qui avaient un syndrome oral, 23 légers, 17 sévères. Et de ces 17 qui étaient vraiment importants, 10 étaient crus et cuits. Et quand ils ont fait des tests cutanés, on voit très bien, comme on le connaît, que les gens qui n'étaient pas sensibilisés au LTP s'arrêtaient là. Et ceux qui étaient sensibilisés aux LTP, ils avaient les tests cutanés positifs, même pour les choses qui étaient cuites ou des produits industriels à base de tomates. Et là, donc juste pour vous montrer, dans l'étude de Scala, sur plus 426 patients, donc là, on avait quand même un tiers qui avait qu'un syndrome oral, mais ça ne veut pas dire que peut-être dans le temps, il ne pouvait pas faire autre chose. Voilà. Et quand même, de l'anaphylaxie, donc dans cette étude, c'était que 16%. Voilà. Donc, on peut avoir de l'urticaire de contact. Donc, l'urticaire de contact à la pêche, bien sûr, ça a été décrit plutôt en Espagne et en Italie. Il y a le dermatite de contact avec Triticum spelta qui fait aussi partie de famille de céréales. Mais d'abord, il a eu une dermatite de contact et par après, une urticaire et un angioédème après l'ingestion des graines et des fruits. Donc, on peut commencer par ça et après développer des symptômes plus sévères. D'édème de paupières, dermatite de contact, un exemple pour l'amande. Et Acero montre il y a une seule étude où il dit que c'était quand même impliqué dans l'urticaire chronique. Et ça, c'est la même équipe de Scala, où un tiers donc, avait un syndrome oral et un tiers d'urticaire d'angioédème. Des symptômes digestifs, oui. Des symptômes digestifs même isolés, donc tout ce que le patient peut nous décrire, et que parfois on met dans un fourre-tout, donc de syndrome de côlon irritable, mais il y a des patients qui disent, oui, mais vous mangez quoi? Quelles sont vos habitudes alimentaires? Qu'est-ce que vous mangez le matin, midi, le soir? C'est à peu près quand ça vient, vos symptômes digestifs? Et là, peut-être qu'on peut trouver des choses, parce qu'il y a des gens qui nous disent, moi, quand je mange des crudités, moi, j'ai la diarrhée, j'ai du mal au ventre. Donc ça peut être chercher quand même un syndrome LTP. Donc, dans cette étude, donc sur 512 patients, donc on a vu les seules choses qui étaient associées aux symptômes digestifs isolés, c'était que les gens étaient plutôt des femmes et un peu plus âgés.
Sinon, le profil de sensibilisation était le même que pour d'autres réactions. Et les aliments responsables, c'était plutôt salade verte, des mix des aliments à base de plantes et la tomate. Ils n'ont pas trouvé de symptômes gastro-intestinaux isolés pour cajou, coco, grenade, sésame. Donc, cela donnait moins de symptômes digestifs. Et les symptômes digestifs peuvent être aussi accompagnés le plus souvent de l'urticaire ou d'un œdème. Disent j'ai mal au ventre, mais j'ai quand même un peu la lèvre qui gonfle ou un peu la peau qui me gratte. Donc peut-être à chercher à l'interrogatoire, même quand les gens se plaignent que des symptômes digestifs. De rhinoconjonctivite de l'asthme, oui, ça y en a. Donc, des rhinoconjonctivite de l'asthme, donc c'était décrit très joliment pour les gens qui jetaient du riz au mariage et qui faisaient des symptômes de rhinoconjonctivite et des crises d'asthme. Et ils toléraient le riz mouillé. Donc, ça a été dit que probablement l'LTP du riz, il sera peut-être un peu modifié donc, par la cuisson. Il y avait aussi des gens qui commençaient avec des rhinites, et c'est comme chez les gens qui travaillent dans le stockage de la pêche. Et ça, par contre, il a commencé avec la rhinite, mais dans 6 mois, il a commencé à faire des réactions alimentaires sévères avec des fruits et avec la tomate, qui est un fruit d'ailleurs. Voilà, donc dans l'asthme du boulanger, donc Palassin en 2007, il a identifié pour la première fois l'LTP de la farine de blé, et l'LTP de la farine de blé a été impliqué donc, dans l'asthme occupationnel chez des gens qui travaillent avec de la farine, et c'était donc sur 40 patients. Voilà. De l'anaphylaxie, donc on a, donc ça, dans la plupart des cas, on va trouver environ 50% des patients vont faire une anaphylaxie. Il y a une influence sur l'expression clinique, sur la sévérité, et ça, les gens qui seront plus sévères, ceux qui sont sensibilisés à plus que 5 LTP, ceux qui ont ingéré plusieurs aliments LTP en même temps. Ici, c'est juste que ce n'est pas prédicté pour la sévérité, non, ce n'est pas vrai, on a vu, donc on peut le voir. Ici, je vous ai mis donc, les facteurs qui sont associés à un moindre risque de manifestation clinique de syndrome LTP et des cofacteurs qui peuvent être impliqués dans les réactions plus importantes. Et là, donc, juste pour vous dire que dans l'étude de Scala, donc, les réactions plus sévères étaient associées avec des cofacteurs donc, comme l'exercice, les AINS et la sensibilisation à plus que 5 molécules et des facteurs, disons, protecteurs sensibilisés Perdis, prophyline et la dermatite atopique. Et pourquoi Perdis et prophyline? Simplement parce qu'on a plus de densité des IgE LTP sur un mastocyte qui n'est pas occupé par d'autres choses. Le rôle des cofacteurs, fréquemment, c'est cofacteurs dépendants. Les cofacteurs, vous les connaissez. Les mécanismes, je les passe. Et juste pour dire, donc pour les gens qui viennent pour une allergie suspectée médicaments, donc avec un bilan allergologique négatif pour les AINS, Romano, il a pensé que c'est possible une allergie alimentaire induite par les AINS. Donc vraiment, demander qu'est-ce que le patient il a mangé et quel rapport par rapport aux AINS. Pour l'exercice, bien sûr, que tout type d'exercice peut déclencher une anaphylaxie alimentaire. Juste pour dire, de point de vue clinique, que cela, ça peut venir plus tard. Donc, par rapport à la chronologie, par rapport à l'ingestion, donc 2 heures, mais possible même 4 à 6 heures. Donc, le patient ne va pas faire nécessairement la liaison entre l'ingestion de l'aliment et le moment quand il fait son effort et sa réaction. Et cela, ça a été bien décrit par Scala pour les LTP. Bien sûr que la réaction allergique, elle peut être plus importante si on ingère l'allergène dans la phase quand normalement je dois dormir. Et il y a aussi l'influence de la privation de sommeil. Et ça, il y a l'étude TRACE dans le cadre de l'IFAM Project de l'Union européenne pour identifier les facteurs de risque. Mais cela, on va voir plus tard. Donc ça, je passe. Donc, juste à l'histoire clinique, donc il faut leur demander qu'est-ce qu'on a mangé, quelle quantité cela est important, quels aliments on a mélangé ensemble. Très fort détaillé donc, sur la préparation, est-ce que c'était cru, cuit, est-ce que c'était pelé ou pas, est-ce qu'on a enlevé les graines ou pas, l'heure de l'ingestion, l'heure de début des symptômes, le type de réaction, est-ce que ça s'est reproduit quand je l'ai mangé et dans quelles conditions, il y avait des cofacteurs ou pas, des réactions à d'autres aliments à base de plantes, même légères,
des comorbidités, si j'ai de rhinite, de l'asthme qui peut être pas contrôlé, la dermatite atopique est fort de détails par rapport à tout ça. Mais tout ça, c'est hyper chronophage. Et là, je pense aussi que moi, je dois courir après le temps et passer aux conclusions. Donc, l'LTP, lipitransfert protéine de transfert lipidique, c'est une protéine qui est thermostable, qui est résistante à la digestion. À quoi je réagis? À des aliments à base de plantes, à un seul aliment ou à plusieurs aliments qui proviennent de sources non apparentées de point de vue taxonomique, qui peut être résistante aussi à la digestion. Quels sont les risques de sévérité? La sensibilisation à plus que 5 LTP ou monosensibilisation au LTP, donc je ne suis pas sensibilisée au PER10, prophyline ou d'autres choses à base de plantes. Il y a un pronostic plus favorable, la co-sensibilisation prophyline PER10 et peut-être la dermatite atopique. Il y a une très grande variabilité de symptômes, et ça c'est mon message, que ça peut être asymptomatique et se manifester à un moment donné dans le temps, que les cofacteurs c'est très important, et qu'on peut avoir absolument tout, donc juste des petites démangeaisons de la bouche, de la gorge, mais qui, en présence de cofacteurs et dans le temps, ça peut arriver à l'anaphylaxie, qui peut être sévère. Et que cela n'est pas limité donc, de point de vue géographique. Donc, pensez à chercher pour l'LTP où que vous soyez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eleni. Non seulement tu as consommé la totalité de ton exposé, mais nous avons consommé 25 minutes de la pause. Et donc, il reste que 7 minutes pour la pause. J'ai juste une suggestion, et la discussion peut continuer autour d'un verre de thé. Et la pause sera raccourcie, bien sûr, de minimum 15 minutes. Donc, on va reprendre à 11h15. Alors, juste, maximum 5 minutes, juste une chose. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le cadre de ces syndromes sévères d'anaphylaxie, des immunothérapies allergéniques moléculaires à l'avenir? Oui. Voilà. La réponse est oui. Vous voyez, Espagnols font déjà on est dans le cadre de la médecine personnalisée, de la médecine de précision. Et à l'avenir, attendez-vous à ce qu'on désensibilise pas contre des aliments, mais contre des allergènes moléculaires. Voilà, c'est le message. Merci beaucoup.